Bonjour, cette deuxième séance de travaux dirigés concerne l'horloge biologique centrale et l'altération de la fonction circadienne au cours du vieillissement. Donc, tout d'abord, je vais commencer par définir ce qu'est un rythme biologique en citant les différents types de rythmes. Ensuite, on va voir quelle structure cérébrale est responsable de la genèse de la rythmicité circadienne. Et à la fin, on va voir quelques perturbations et altérations de la fonction circadienne au cours du vieillissement. Alors, tout d'abord, la rythmicité est une des propriétés fondamentales de la matière vivante. Tous les êtres vivants sont soumis à des rythmes naturels. On peut définir un rythme biologique comme étant la variation périodique ou cyclique d'une fonction particulière d'un être vivant. Cette fonction peut être physiologique, comme les battements cardiaques ou le cycle respiratoire. Elle peut être biochimique, comme pour la synthèse des molécules et des hormones, ou comportementale, comme le sommeil, l'humeur ou l'hibernation. Alors, schématiquement, on peut représenter une fonction rythmique comme suit. Parmi les paramètres qui caractérisent cette fonction rythmique, il y a la période qui correspond à la durée d'un cycle complet de la variation rythmique. On peut la calculer. C'est la durée qui sépare un premier cycle et le cycle suivant. Donc, c'est la période. Le mésore, c'est le niveau moyen du rythme biologique. L'amplitude, c'est la moitié de la variable. On peut la calculer du mésore vers la valeur maximale. L'acrophase, elle est située dans le temps. C'est le moment de la journée où on note le maximum du rythme biologique. Et la bathyphase, c'est le temps, c'est le moment de la journée où on note le minimum du rythme biologique. Alors, comme exemple, on peut prendre la température corporelle chez l'homme. C'est une fonction rythmique dont la période, comme vous le voyez, est de 24 heures. Le premier pic, il est enregistré à 18 heures. Le deuxième pic, il est enregistré à 18 heures. Donc, la période est de 24 heures. Le mésore, il est de 37. L'amplitude, elle est de 1 degré. L'acrophase, elle est située à 18 heures, alors que la bathyphase, elle est située vers 5 heures, 6 heures du matin. Alors, la classification la plus couramment utilisée pour définir les rythmes est celle basée sur la période des rythmes. Donc, on a 3 grandes classes. Les rythmes ultradiens, dont les périodes sont courtes, comme par exemple les battements cardiaques. On note qu'il y a notre fréquence cardiaque est de 72 battements par minute. Les rythmes infradiens, c'est des rythmes lents qui peuvent être mensuels ou saisonniers, comme on a vu en S5 pour l'hibernation chez les animaux hibernants, donc c'est un phénomène saisonnier, ou annuel, ou même plus. Les rythmes circadiens, c'est des rythmes dont la période est à peu près de 24 heures, comme notre rythme d'activité ou le cycle veille-sommeil. Alors, parmi ces 3 rythmes, les rythmes circadiens sont les plus étudiés. Alors, l'homme est connu pour avoir un rythme circadien diurne, puisqu'on est actif pendant la journée et inactif pendant la phase nocturne. Au contraire, la plupart des rongeurs sont nocturnes parce qu'ils sont actifs pendant la nuit et diurnes pendant le jour. Alors, pour comprendre si cette rythmicité circadienne est endogène ou imposée par les facteurs de l'environnement, on revient aux expériences d'isolement temporel, où des gens se sont portés volontaires pour être confinés pendant plusieurs jours dans des grottes, sans avoir de contact extérieur, sans avoir un contact avec l'extérieur, ni aucune notion du temps. Bien sûr qu'ils étaient munis de tout ce qu'il faut pour alimentation et ils avaient des dispositifs pour enregistrer le rythme d'activité. Alors, au début de ces expériences, lorsque les conditions sont naturelles, c'est-à-dire que avant l'isolement temporel, ils étaient soumis aux conditions naturelles de l'environnement, lumière du jour, etc. On note que la période des rythmes de ces individus étant de 24 heures, avec une phase d'inactivité pendant la nuit et une phase d'activité pendant le jour. Alors, notons aussi que le triangle bleu, qui représente la température minimale du corps, est situé à la fin de la phase du sommeil, c'est-à-dire dans la deuxième moitié de la phase d'inactivité. Alors, dans les conditions d'isolement temporel,
qu'est-ce qu'on a constaté? On remarque que ces rythmes individuels persistent, donc ce qui est très important. Donc les individus continuent à avoir une phase d'inactivité, une phase d'activité, mais ces rythmes sont décalés dans le temps. Donc il y a un décalage, comme vous le voyez, vers la droite. Aussi, le point de température minimale du corps se déplace. Il n'est plus situé vers la fin de la phase du sommeil, mais plutôt au début de la phase du sommeil. La durée de ces rythmes aussi s'allonge. Elle n'est plus de 24 heures, mais elle devient supérieure à 24 heures. Alors, au retour aux conditions naturelles, la période du rythme d'activité de ces gens redevient normale, il redevient égal à 24 heures, et le point de température corporelle, généralement, revient à la situation, comme on peut le voir ici, initiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces expériences? On peut dire que les rythmes de 24 heures que nous présentons sont les manifestations d'une oscillation endogène. Ils ne sont pas imposés par l'environnement, ni même appris, mais ils sont inscrits dans notre patrimoine génétique. Alors, en l'absence de facteurs temporels de l'environnement, dans les expériences que nous venons de voir, l'isolement temporel, les rythmes présentent un libre cours et expriment leur propre période, proche mais significativement différente de celle du jour solaire. Donc, chaque individu a son libre cours qui est un peu différent du jour solaire. Ça peut être un peu plus que 24 heures ou moins. Et on est synchronisé par la lumière du jour. Alors, quelle structure est responsable de la genèse de cette rythmicité circadienne? Là, on retrouve les noyaux suprachiasmatiques qui sont considérés comme le siège de l'horloge biologique. Alors, sur cette figure, on retrouve une coupe transversale que vous avez vue en TP avec la localisation des noyaux suprachiasmatiques. Alors, rappelons que ces noyaux suprachiasmatiques sont localisés juste au-dessus du chiasma optique de part et d'autre du troisième ventricule. Ils contiennent des neurones donc, qui synthétisent beaucoup de molécules. Alors, parmi ces molécules, on trouve bien sûr les neuropeptides. Alors, sur le schéma de droite, comme vous le voyez, le chiasma optique, le troisième ventricule et les deux noyaux suprachiasmatiques. Alors, concernant la distribution de ces neurones, comme on peut le voir, on peut parler d'une régionalisation de l'expression de ces neuropeptides dans les noyaux suprachiasmatiques. Donc, on trouve des neurones à vasopressine, des neurones à vasoactive intestinale peptide et des neurones à GRP. Mais la localisation, selon les neurones, on peut trouver une régionalisation. Les neurones à vasopressine sont localisés dans la partie dorsomédiane des noyaux suprachiasmatiques, partie qu'on appelle aussi shell, alors que les neurones à vasoactive intestinale peptide et à GRP sont localisés surtout dans la partie ventrolatérale des noyaux suprachiasmatiques, partie qu'on appelle aussi corps. Alors, les afférences ou les voies nerveuses qui entrent dans ces noyaux suprachiasmatiques entrent via la partie ventrolatérale. Les voies efférentes ou de sortie sortent de la partie dorsomédiane. Alors, on peut récapituler sur ce slide. La partie dorsomédiane, encore appelée shell, est riche en neurones exprimant la vasopressine. Et la partie ventromédiane qu'on appelle corps exprime plus le peptide vasoactif intestinal peptine et la gastrine related peptide. Alors, cette distinction est retrouvée aussi sur le plan de l'organisation fonctionnelle, puisque comme on l'a vu, le corps reçoit les afférences photiques et non photiques, alors que du shell part la majorité des projections. Alors, une remarque importante, donc les neuropeptides ne sont pas les seuls à exister dans le noyau suprachiasmatique. On peut trouver d'autres molécules, d'autres neurotransmetteurs, comme le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique ou le glutamate, qui sont très répandus dans le cerveau. Aussi, on peut trouver les astrocytes, qui sont des cellules gliales et qui joueraient un rôle important dans la synchronisation des neurones du noyau suprachiasmatique. Alors, pour comprendre les mécanismes moléculaires à la base de la genèse de cette rythmicité circadienne, là, on peut prendre ce modèle qui est basé sur des oscillations circadiennes au sein des cellules des noyaux suprachiasmatiques. Alors, comme on peut le voir ici, c'est un schéma
de la cellule du noyau suprachiasmatique avec à l'extérieur, nous avons le cytoplasme, à l'intérieur, le noyau. Alors, le principe repose, comme on vient de le dire, sur des oscillations entre différents acteurs. Alors, on trouve des protéines et des gènes qui sont à la base de cette genèse de la rythmicité circadienne. Alors, dans le cytoplasme de la cellule du noyau suprachiasmatique, à un certain moment de la journée, des protéines B mâle et clock s'associent, ils forment un dimère qui va pénétrer dans le noyau, il va aller se fixer sur le E-box des gènes de l'horloge. Donc, on a plusieurs gènes de l'horloge, parmi lesquels on peut citer ici PER1, 3, CRI, DES, Reverb, Alpha, etc. Et la liste n'est pas encore close parce qu'il y a d'autres gènes de l'horloge qui sont découverts. Alors, en se fixant sur le E-box des gènes, ils vont induire la transcription, puis la traduction des protéines correspondantes. Une fois traduites dans le cytoplasme, ces protéines vont rester un certain moment, parfois phosphorylées, mais à un certain moment, ils vont constituer ce qu'on appelle des complexes, des dimères, qui vont retourner, inhiber leur propre production. Donc, on parle de boucles d'autorégulation négative. Donc, il s'agit de boucles d'autorégulation positive et des boucles d'autorégulation négative qui sont à la base de la genèse de la rythmicité circadienne. Alors, à côté de cette synthèse, à côté de cette stimulation des gènes de l'horloge, le complexe B mâle et clock peut aussi, à l'intérieur du noyau, aller se fixer sur le E-box d'autres gènes, ce qu'on appelle les gènes contrôlés par l'horloge. En se fixant, il va induire la synthèse d'autres molécules qui peuvent généralement manifester une rythmicité circadienne. Alors, on récapitule. Les mécanismes moléculaires de l'horloge mettent en jeu des boucles d'autorégulation négative où des protéines reviennent dans le noyau inhiber leur propre production. Chez les mammifères, plusieurs gènes, périodes, cris, etc. sont activés par ces facteurs B mâle et clock. Une fois traduits en protéines dans le cytoplasme, des complexes PER, CRI, PER, etc. reviennent dans le noyau et inhibent la transcription régulée par clock et B mâle et donc leur propre expression. Alors, ces oscillations des facteurs de transcription PER, CRI, B mâle, etc. qui en résultent ont une période proche de 24 heures. C'est ce qui constitue le code temporel transmis à l'ensemble des cellules de notre organisme. Ainsi, ces facteurs aussi de transcription sont capables aussi d'activer des gènes effecteurs ou ce qu'on appelle les gènes contrôlés par l'horloge à des moments précis du cycle, entraînant, comme on l'a vu, des fonctions cellulaires rythmiques. Alors, par exemple, l'hétérodimère B mâle et clock peut se fixer sur le gène de la vasopressine et induire la synthèse de ce neuropeptide. Alors, d'une manière simplifiée, on peut représenter cette machinerie moléculaire responsable de la rythmicité circadienne ainsi. Nous avons ici le complexe B mâle et clock qui entre du cytoplasme vers le noyau, qui va se fixer sur le E-box du gène de l'horloge PER, induisant la synthèse de la protéine PER. PER va s'associer et former un dimère avec une autre protéine, ici PER-CRI, et va inhiber sa propre synthèse. Alors, à côté, B mâle et clock se fixent aussi sur le E-box d'un autre gène, ici la vasopressine. En se fixant sur le gène de la vasopressine, ça va induire la transcription puis la traduction, donc la synthèse de la vasopressine, qui va jouer un rôle très important dans les rythmes biologiques. Alors, la découverte de ces mécanismes moléculaires et surtout de ces boucles d'autorégulation négative qui sont à la base de la rythmicité circadienne revient à 3 chercheurs américains qui ont eu le prix Nobel de médecine en 2017. Alors, revenons à l'animal. Parmi les rythmes circadiens les plus étudiés chez l'animal, c'est celui de l'activité locomotrice. Alors, en fait, au laboratoire, on dispose du matériel, des cages munies par des roues, qui permettent d'enregistrer l'activité locomotrice des animaux. Alors, les cages sont munies d'une roue à laquelle l'animal généralement a libre accès.
Donc, la roue est reliée à un système d'enregistrement informatique et l'enregistrement obtenu donc, est appelé actogramme. Alors, comme les rongeurs sont des animaux nocturnes, donc ils vont bouger, donc une activité, ils vont présenter un actogramme très perturbé pendant la nuit. C'est ce qui est représenté par des taches sombres, c'est ce qui montre que l'activité locomotrice elle est très dense pendant la nuit. Par contre, pendant la journée, on a une activité locomotrice moindre, ce qui se manifeste par un éclaircissement dans l'enregistrement. Alors, de la même manière, comme tout à l'heure, chez ces animaux, on a soumis ces animaux à une photopériode de 12 heures lumière, 12 heures d'obscurité, donc de 0 à 12 heures lumière, 12 heures d'obscurité, l'alternance donc lumière-obscurité. On a remarqué dans l'actogramme qu'effectivement, le rythme d'activité suit, si vous voulez, la période nocturne. Donc, on a un actogramme, un rythme circadien très bien exprimé avec une activité locomotrice synchronisée avec la période nocturne de l'animal. Alors, lorsqu'on éteint la lumière, on soumet les animaux à une obscurité totale nuit. Là, on retourne, donc les rythmes persistent, mais on assiste à ce décalage qui exprime le libre cours de l'animal. Alors, ce libre cours, le libre cours peut avoir une période qui peut être différente, bien sûr, de 24 heures, comme on l'a vu, selon les animaux. Chaque animal a son libre cours qui peut être légèrement supérieur ou inférieur à 24 heures. Alors, pour comprendre l'importance fonctionnelle des noyaux suprachiasmatiques, plusieurs expériences ont été réalisées. Par exemple, ici, c'est la continuité de l'expérience de tout à l'heure. On a pratiqué des lésions au niveau des noyaux suprachiasmatiques chez les rats. On a regardé ce qui se passe au niveau de l'actogramme. Alors, comme on peut le voir, le rythme circadien de l'activité locomotrice est très perturbé. On ne note plus de rythme circadien qui va avec la lumière et l'obscurité, mais plutôt des petites taches montrant que l'animal ne reconnaît plus la période nocturne de la période diurne de la journée. Alors, on parle d'une arythmie. Lorsqu'on fait une greffe des noyaux suprachiasmatiques fœtaux, on obtient une restauration de la rythmicité, ce qui montre que les noyaux suprachiasmatiques sont essentiels pour l'expression de ce rythme circadien. Alors ici, on s'est intéressé au taux plasmatique de la corticostérone en nanogramme par ml, dans l'axe des abscisses, l'axe des tons. Nous avons deux groupes de rats, des rats normaux en bleu et des rats avec lésions aussi des noyaux suprachiasmatiques. Alors, comme on peut le remarquer tout d'abord, pour les rats normaux, on assiste à un rythme circadien, puisque le premier pic ici arrive à 12 heures, le deuxième pic à 36 heures. Donc, on a une période de 24 heures. Donc, c'est un rythme circadien de la corticostérone. Rappelons que la corticostérone, c'est l'hormone de stress chez les rongeurs. Alors, ce pic maximal, il est enregistré au début de la phase nocturne, ce qui est en rapport avec la phase d'activité des animaux. Alors, chez les animaux avec des lésions des noyaux suprachiasmatiques, on constate que les taux de la corticostérone ne présentent plus de rythmicité circadienne. On a une certaine stabilité de la concentration de corticostérone dans le plasma. Donc, le rythme circadien disparaît. Alors, quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces deux expériences? C'est ce que je vous ai demandé. On peut dire que chez les rats qui ont subi des lésions des noyaux suprachiasmatiques, le rythme circadien de l'activité locomotrice se trouve aboli, donc on parle d'une arythmie, et que le rythme circadien de la corticostérone disparaît, puisque les taux plasmatiques de corticostérone restent constants. Alors, dans cet exercice, je vous ai demandé d'analyser les tracés en précisant comment varie la concentration et par ailleurs la sécrétion des hormones, mélatonine, cortisol, hormones de croissance pendant la journée. Alors ici, les concentrations des hormones, dans l'axe des abscisses, les heures. Alors la phase éclairée de la journée, la phase nocturne de la journée, représentée en bleu. Alors, comme on peut le voir, la mélatonine qui est une hormone de la glande pinéale, on note des taux bas pendant toute la phase éclairée
Et à l'approche de la nuit, donc les taux commencent à augmenter jusqu'à atteindre des taux élevés pendant la nuit. Ensuite, ça redescend pendant la journée. Donc, c'est un rythme circadien. C'est une hormone, généralement, qui se manifeste dans la sécrétion et surtout nocturne. Alors, le cortisol, qui est une hormone de stress pour l'homme, alors c'est l'équivalent de la corticostérone qu'on a vu pour le rat. Alors, comme on peut le voir, le profil il est un peu perturbé parce que c'est une hormone du stress, mais le pic maximal, il est enregistré au début de la phase éclairée, la phase diurne, donc c'est la phase d'activité chez l'homme. Alors, pendant la journée, on peut enregistrer quelques pics modérés, mais le pic maximal, il est toujours enregistré au début de la phase diurne. Donc, on peut aussi parler d'un rythme circadien. Les variations au cours de la journée peuvent varier d'un individu à un autre. Pour l'hormone de croissance aussi, on peut voir que les taux sont bas pendant la journée avec des petites variations, mais le pic maximal est atteint au début de la phase du sommeil. Ensuite, ça descend et donc le deuxième cycle, donc on a un cycle de 24 heures, donc c'est un rythme circadien. Rappelons que l'hormone de croissance est une hormone qui joue un rôle très important dans la croissance des os, le développement des muscles chez les enfants. Chez l'adulte, elle a d'autres rôles en relation avec le métabolisme, la diminution de la fragilité des os, etc. Alors, quelle conclusion peut-on tirer? On peut dire que les taux plasmatiques de cortisol sont très modérés et variables au cours de la journée, mais le taux de sécrétion maximale est noté au début de la journée, au moment du réveil, donc on peut parler d'un rythme circadien. Pour les hormones de croissance, le rythme de sécrétion est circadien, puisque les concentrations maximales sont notées au début de la nuit. Alors pour la mélatonine aussi, les concentrations plasmatiques de la mélatonine montrent aussi un rythme circadien clair avec des taux élevés pendant la nuit et des taux bas pendant la phase éclairée de la journée. Alors on passe maintenant à quelques altérations de la rythmicité circadienne au cours du vieillissement. Alors je vous ai présenté quelques graphes qui représentent les variations journalières des concentrations plasmatiques de certaines hormones chez des sujets âgés et chez des sujets jeunes. Alors, nous avons plusieurs hormones. Il y a le cortisol, l'hormone de stress. Il y a l'hormone stimulant la thyroïde, TSH, qui, en stimulant la thyroïde, va donner la T3 et la T4. Et la mélatonine, qui est une hormone de la glande pinéale. Alors, vous avez sur cette colonne old, c'est-à-dire les personnes âgées, young, c'est-à-dire les personnes jeunes. Alors, que pouvez-vous déduire sur la fonction circadienne chez les sujets âgés? Alors, comme on peut le remarquer, en comparant la colonne de gauche avec la colonne droite, on peut constater des diminutions ici pas très remarquables, mais pour la TSH et la mélatonine, on constate une diminution spectaculaire, notamment de l'amplitude du rythme circadien chez les personnes âgées par rapport aux sujets jeunes. Alors en résumé, on peut le récapituler ici. L'amplitude du rythme circadien des différentes hormones est diminuée chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes. L'effet est remarquable pour la TSH et la mélatonine. Alors, dans une publication de l'INSERM en 2006, on s'est intéressé au rythme du nombre de neurones exprimant la vasopressine dans le noyau suprachiasmatique humain. Rappelons que les neurones à vasopressine sont localisés dans la partie dorsomédiane du noyau suprachiasmatique, comme on l'a vu au début de cette séance. Donc, ici, vous avez des sujets jeunes. Ici, vous avez les sujets âgés dont l'âge est supérieur à 80 ans. Et comme on peut le voir sur ces deux schémas, le nombre des neurones exprimant la vasopressine présente une certaine rythmicité en fonction de la période nocturne ou diurne. Donc, on note chez les sujets jeunes une rythmicité circadienne avec une baisse de nombre de neurones exprimant la vasopressine pendant la phase nocturne. Alors, chez les sujets âgés, ce rythme circadien se trouve aboli. Donc, on note une perturbation du rythme circadien du nombre des neurones exprimant la vasopressine. On note même que le nombre de neurones à vasopressine parfois augmente pendant la phase nocturne. Tout à fait contradictoire par rapport au sujet jeune. Donc,
On peut le voir sur ce slide. Chez les sujets jeunes, pendant la phase nocturne, le nombre des neurones à vasopressine au niveau des noyaux suprachiasmatiques est diminué. Ce nombre est élevé pendant la journée. Chez les sujets âgés, le rythme du nombre des neurones est perturbé. Ce nombre est diminué pendant la journée. Et on remarque aussi des neurones qui expriment la vasopressine pendant la nuit. Alors, avec l'âge, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer sont assez fréquentes, notamment chez les sujets âgés. Alors ici, c'est une coupe transversale du cerveau humain avec la localisation des noyaux suprachiasmatiques. Et à droite, vous avez deux images représentant le signal d'hybridation chez des sujets sains et des sujets atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a ici, il y a l'expression du gène par hybridation in situ. Donc, on peut mettre en évidence l'expression génique des ARN messagers qui codent la vasopressie. Alors, je vous ai demandé de comparer les deux clichés entre le sujet sain et le malade atteint de l'Alzheimer. Et comme on peut le remarquer, regardez le signal d'hybridation in situ, comme vous l'avez vu en TP, donc tout autour du corps cellulaire. On remarque que cette expression des ARN messagers codant la vasopressine est beaucoup plus importante chez le sujet sain par rapport au sujet atteint par la maladie d'Alzheimer. Alors, de la même manière, et dans la même publication, on s'est intéressé aussi à l'effet de l'âge et de la maladie de l'Alzheimer sur l'horloge biologique, sur le noyau suprachiasmatique, sur deux paramètres, si vous voulez, du noyau suprachiasmatique, le volume et le nombre de neurones à vasopressine. Alors, on l'a fait sur deux tranches d'âge pour des personnes de 40 à 65 ans et pour des personnes de 65 à 100 ans. Alors, ici, le volume du noyau suprachiasmatique, ici, le nombre de neurones exprimant la vasopressie. Alors déjà, avec l'âge, on peut noter qu'il y a une diminution du volume du noyau suprachiasmatique. Donc, une diminution du volume du noyau suprachiasmatique et aussi du nombre de neurones qui expriment la vasopressie, donc en fonction de l'âge. Avec la maladie d'Alzheimer, comme vous pouvez le voir, les colonnes grises représentent les malades atteints de l'Alzheimer. On remarque une diminution remarquable du volume du noyau suprachiasmatique dans les deux tranches d'âge. Mais la diminution, elle est spectaculaire, elle est très significative, notamment pour la tranche d'âge 40-65 ans. Alors, en fonction de l'âge toujours, on peut voir le profil circadien de la concentration de la mélatonine dans le sérum humain, en picogramme par ml. Donc, nous avons en gris la période nocturne. Et comme on peut le voir, les taux restent stables pendant la journée, très faibles. Pendant la phase nocturne, ces taux sont très élevés. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, donc vous avez les taux les plus élevés sont enregistrés dans la tranche d'âge de 5 à 10 ans. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, ces taux diminuent. Et à l'âge au-delà de 65 ans, on note des taux vraiment très, très faibles. Alors, je vous ai demandé d'émettre quelques hypothèses pour expliquer ce phénomène. On peut penser à plusieurs hypothèses. Alors, bien sûr, on ne citera que quelques-unes. On peut penser à des dysfonctionnements dans les voies qui relient l'horloge biologique avec la glande pinéale et donc la synthèse de la mélatonine. On peut penser à une diminution du nombre des récepteurs adrénergiques qui activent la synthèse de la mélatonine. Une augmentation de calcium intracellulaire, donc on peut penser aussi à une calcification des pinéalocytes qui permet la réduction de la mélatonine. Réduction de la synthèse de la mélatonine, par exemple dans les voies de biosynthèse, on peut avoir des perturbations et donc une diminution de la synthèse de la mélatonine ou dans la dégradation, etc. D'autres hypothèses peuvent aussi être émises.
Alors, l'une des conséquences de ces taux bas des hormones en fonction de l'âge, il y a l'altération aussi du rythme veille-sommeil chez les sujets âgés, qu'on observe d'une manière remarquable chez les sujets âgés. Alors ici, chez l'adulte jeune, on peut remarquer qu'il y a un sommeil monophasique très fréquent. Donc pendant une journée, on assiste à un sommeil normal, une phase de sommeil normal pendant la journée. Alors que chez les sujets âgés, on assiste à un sommeil polyphasique très fréquent avec des petits sommes au cours de la journée. Donc, c'est un sommeil très perturbé pendant la journée. Alors, en conclusion, on peut schématiser les deux oscillateurs centraux avec d'une part le noyau suprachiasmatique, siège de l'horloge biologique qui a fait l'objet de ce TD. De l'autre côté, on a la glande pinéale avec la synthèse de mélatonine et qu'on a détaillé d'une manière assez claire dans le cours. Alors, comme on peut le voir, ces oscillateurs sont les cibles de plusieurs afférences venant de plusieurs structures cérébrales. Alors, parmi les facteurs environnementaux, il y a l'alternance jour-nuit, qui est un facteur très important dans la synchronisation de l'horloge et qui joue via une voie directe sur l'horloge biologique, via la voie rétino-hypothalamique sur le noyau suprachiasmatique. Alors, du noyau suprachiasmatique sortent plusieurs efférences, mais l'efférence la plus importante est celle qu'on a vue dans le cours et qui relie les noyaux suprachiasmatiques à la glande pinéale via des voies nerveuses multisynaptiques passant par le noyau paraventriculaire, la moelle épinière, le ganglion cervical supérieur, puis la glande pinéale. Alors, en agissant sur la glande pinéale, il y a synthèse de la mélatonine qui est sécrétée pendant la nuit, donc c'est une hormone de nuit, qui passe dans la circulation et qui joue le rôle d'un messager endocrinien très important dans la régulation des rythmes biologiques. Alors, je vous remercie pour votre attention.